Il y a plus de 6 milliards d'êtres humains sur Terre. Génétiquement, nous sommes quasiment tous identiques. Il arrive pourtant parfois qu'une mutation se produise. Ces personnes-là sont extraordinaires. Je m'appelle Stan Lee. Je suis le co-créateur d'un univers de super-héros sans cesse grandissant. Et qui comprend Spider-Man, les 4 Fantastiques et l'incroyable Hulk. Les super-humains ne sont pas de simples personnages de fiction. Ils existent vraiment. Voici Daniel Browning Smith. Il est né avec un pouvoir incroyable. C'est l'homme le plus flexible du monde. Je lui ai demandé de parcourir la planète à la recherche d'autres personnes au pouvoir extraordinaire. Stan Lee a créé tous les personnages qui m'ont fait rêver quand j'étais gamin. Et aujourd'hui, j'ai la chance de voir ces héros de comics prendre vie sous mes yeux. C'est irréel. Nous n'avions jamais vu ça auparavant. Par définition, ça fait de lui un super-humain. Pour moi, c'est impossible. Je dirais même que c'est un miracle. Les super-humains existent. Préparez-vous à les rencontrer. J'ai demandé à Daniel de venir me voir avant de partir à la recherche d'autres êtres surhumains bien réels. Nous allons faire un grand voyage. Et parmi ces 6 milliards d'humains, je suis sûr que nous allons trouver des gens dotés de pouvoirs surnaturels aussi insolites et extraordinaires que les tiens. N'importe où. Je pense que je suis né pour chercher d'autres super-humains. Nous sommes une race de gens qui ont développé une faculté extraordinaire et spectaculaire. Ce n'est pas de la fiction, c'est la réalité. Alors, tu es prêt à commencer ce grand voyage? Je suis plus que prêt. Allons trouver ces super-humains. Lors de ma première expédition, je vais rencontrer un homme aveugle qui utiliserait les sons pour s'orienter comme les chauves-souris. Je vais découvrir un homme dont le cerveau est plus rapide qu'une calculatrice. Et j'essaierai de découvrir les secrets qui se cachent derrière l'un des hommes les plus forts du monde. Mais pour commencer, je me rends dans un pays qui compte plus d'1 milliard d'habitants. L'endroit idéal pour entamer ma quête d'être surhumain. L'Inde. Je suis venu jusqu'ici pour voir une légende locale digne d'un comic book. Un homme qui serait capable de maîtriser l'une des plus grandes forces de la nature, l'électricité. Depuis qu'elle a été découverte, l'électricité est connue pour le danger potentiel qu'elle représente. Aujourd'hui, elle est mieux contrôlée et grâce à elle, le monde a changé. Je suis venu enquêter sur un homme surnommé Current Mohan, le dompteur d'électricité. Ce dernier serait en mesure de se brancher sur le réseau électrique sans se blesser. Chaque année, rien qu'aux États-Unis, les accidents liés à l'électricité font plus de 500 victimes. J'ai donc du mal à croire qu'un homme puisse être immunisé contre l'électrocution. Pour en avoir le cœur net, je vais à la rencontre d'un conducteur humain. Bonjour, je suis venu pour vous voir. Je m'appelle Daniel. Bonjour, je suis le Current Mohan, enchanté. Le Mohan? Vous êtes donc bien réel? Oui, celui que le monde entier connaît. J'ai étudié l'électricité, et je sais que si vous touchez un fil sous tension, le courant passera dans votre corps. Même une petite quantité peut être fatale. Mais selon les rumeurs, cet homme pourrait servir de conducteur d'électricité et survivre sans séquelles. Je pense que le Mohan ressent mon scepticisme. Tout a l'air normal. Parce que tout est normal. Je vérifie ensuite que le système électrique n'a pas été trafiqué. 200 volts. Ça m'a l'air bien réel. Ok. Maintenant, ce soi-disant conducteur d'électricité humain prétend qu'il peut allumer une ampoule en se branchant sur le secteur. Si une personne normale touchait ces 2 fils, l'électricité traverserait son corps, provoquant la défaillance de ses organes et l'arrêt de son cœur. Vous êtes prêts? J'ai jamais vu un truc pareil. C'est trop cool. Le courant passe par son corps. Comment est-ce possible?
C'est bel et bien réel. Une personne normale serait déjà morte. Mais ce n'est qu'un début. Le dompteur d'électricité veut nous prouver qu'il peut supporter un courant encore plus puissant. Vous allez faire passer l'électricité dans votre corps pour alimenter cet appareil? Oui, exactement. Et si je n'étais pas encore convaincu que les fils sont sous tension, le Mohan fait sauter le fusible. Il est en train de dériver le fusible pour qu'il ne saute plus, car il veut que le courant passe dans son corps. Normalement, un dixième d'ampère suffirait à tuer un homme normal. Et lui, il dérive un fusible de 10 ampères. C'est irréel. Tenez-moi ça, juste une seconde. Ok. Je ne sais pas pourquoi elle m'a donné ça, mais c'est flippant. Si je touchais ces deux fils, je serais électrocuté sur le champ. C'est pourtant ce que le Mohan s'apprête à faire. Pas de courant. Ok, d'accord. Vous êtes prêts? Bien, c'est parti. 3, 2, 1, allumage! Cette expérience impressionnante va à l'encontre de tout ce qu'on m'a appris sur l'électricité. Quelle puissance? 200, 250 volts, 700 watts et 3 ampères. 3 ampères! Vous avez été traversé par 3 ampères! Avant de venir ici, j'étais vraiment sceptique. Pourtant, c'est vrai, c'est pas du pipeau. Je me demandais s'il y avait une astuce, mais je l'ai vu de mes propres yeux. Il le fait vraiment. Il vient de survivre à un courant plus de 3 fois supérieur à ce que pourrait supporter un être humain ordinaire. Mais comment le Mohan a-t-il découvert son incroyable don? Il a perdu sa mère à l'âge de 7 ans. Il était désespéré et il a décidé de se suicider. Il a escaladé un transformateur et saisi un câble à main nue. Et à son grand étonnement, il n'a pas reçu la moindre décharge. Enfant, vous avez donc tenté de mettre fin à vos jours en touchant un transformateur. Oui, et ce qui m'est arrivé, c'est un don de Dieu. Cette histoire est digne d'un comic book. Mais le dompteur d'électricité est-il physiologiquement différent, et si oui, cette différence est-elle mesurable? Pour le savoir, j'ai besoin d'un appareil qui me permettra de connaître la résistance électrique de son corps. La résistance indique la capacité des matières à s'opposer au courant électrique. J'ai ce qu'il faut. Si le Mohan a une forte résistance, cela signifiera que le courant le traverse plus lentement, ce qui rendrait ce dernier potentiellement moins dangereux. Je vais tester la résistance de votre peau, d'accord? Je vais d'abord le faire sur moi et ensuite sur vous, ok? Je vais donc régler le contrôleur universel sur les ohms afin de mesurer la résistance et de voir si votre peau est différente de la mienne. D'accord? La résistance d'une personne normale est de 0,15 millions d'ohms. Le corps du Mohan est-il différent du mien? Je suis à 0,18. Bien. Maintenant, prenez les deux cosses. Waouh! Ça continue de monter. Ça monte encore et encore. Vous avez une résistance de près d'1 million d'ohms. Et même plus encore, ça continue de monter. Plus vous le tenez longtemps, plus ça grimpe. Le Mohan a une résistance incroyable. Cela signifie-t-il que l'électricité est redirigée à travers son corps et que par conséquent, son cœur n'est pas touché par le courant mortel? Vous êtes 10 fois plus résistant que moi. Vous avez vraiment un don extraordinaire. Cette différence physiologique le protège-t-elle contre tout niveau d'électrocution? Pour prouver qu'il est bel et bien un super-humain, le dompteur d'électricité va nous faire une dernière démonstration, véritablement choquante. Ce qu'il s'apprête à faire est extrêmement dangereux. Si vous essayez ça chez vous, vous mourrez. Je m'appelle Daniel Browning-Smith. Je suis un super-humain, l'homme le plus flexible du monde. Stan Lee, la légende des comics, m'a demandé de partir à la recherche d'autres super-humains bien réels. Ma quête m'a conduit jusqu'en Inde, où un homme prétend être immunisé contre l'électrocution. Pas de courant. Avant de venir ici, j'étais vraiment sceptique.
Quelques tests m'ont permis de découvrir que le corps du dompteur d'électricité est physiologiquement différent du mien. Waouh, ça continue de monter. Vous êtes 10 fois plus résistant que moi. J'ai trouvé un homme qui, en servant de conducteur d'électricité, défie les lois scientifiques. Maintenant, le Mohan va repousser ses limites encore plus loin afin de prouver l'étendue de ses pouvoirs. Voilà la plaque chauffante. Contrairement aux autres objets qu'il a alimentés, une plaque chauffante nécessite une formidable quantité d'électricité. Le courant peut tuer un homme. Si un dixième d'ampère passe dans votre cœur, celui-ci s'arrêtera. Mais attention, ce qu'il s'apprête à faire est extrêmement dangereux. Si vous essayez ça chez vous, vous mourrez. Même si je crois le Mohan capable de conduire l'électricité, je trouve ça terrifiant. Oh. Vous vous êtes emmailloté comme un transformateur humain? Oui, c'est ça. Et là, vous allez... Ok, ça marche, j'ai pris un coup de jus. Ces fils sont sous tension. Et quand le Mohan utilisera son corps pour fermer le circuit, l'électricité passera par lui et fera chauffer la plaque. Il y a un fil par terre. Et quand son pied le touche, l'ampoule s'allume. Et... de la fumée se dégage maintenant de la plaque. Le Mohan ne voit plus rien, car quand l'électricité traverse son corps, ses yeux deviennent vitreux. Le dompteur d'électricité a évolué de façon à supporter l'électricité passant dans un fil en cuivre. Si une personne normale était exposée à un courant aussi intense pendant ne serait-ce qu'une fraction de seconde, cela provoquerait immédiatement des lésions musculaires permanentes et un arrêt cardiaque. Le Mohan lui-même semble maintenant souffrir face à la puissance qui le traverse. La touche finale. Encore un peu, vous allez bien? Mais il tient bon. Il prouve ainsi qu'il a un don unique au monde. Je crois que j'ai trouvé mon premier super-humain. C'était absolument incroyable. Au début, j'étais un peu sceptique. Mais il l'a fait. L'électricité a bel et bien traversé son corps. C'est bien un super-humain. C'est vraiment étonnant. Le dompteur d'électricité laisse passer le courant dans son corps sans en subir les conséquences. Mais de toute évidence, c'est une activité à haut risque. Maintenant, Daniel sera à San Diego où il va rencontrer un homme doté d'un pouvoir époustouflant. C'est la calculatrice humaine la plus rapide du monde. À l'école, on nous apprend les additions, les soustractions et les multiplications. Mais je suis ici pour découvrir un homme dont le cerveau a développé un pouvoir mathématique unique au monde. Je suis venu pour étudier le cas de Scott Flansburgh, qui prétend être plus rapide qu'une calculatrice. Je vais tenter de comprendre comment un être peut fonctionner aussi différemment. Scott fait le tour du monde pour transmettre aux enfants sa passion des mathématiques. 55? Vous êtes sûr? Je me rends dans cette école primaire de San Diego pour le voir impressionner les élèves avec ses multiplications ultra rapides. 85 fois 95 égale 8075, c'est ça? Un exercice qu'il trouve très simple. Prenez cette calculatrice et mettez-vous au fond. Merci. Je fais tout. Addition, soustraction, multiplication, division, racine carrée, racine cubique, calendrier perpétuel, algorithme. Tout ce qui peut prouver à ces élèves que mon cerveau est plus fort que leur calculatrice. Les multiplications. Donnez-moi deux nombres à deux chiffres et on cherchera ensemble le résultat. 95. Fois combien? 85. 8075. Oui. Une autre, vas-y. 96. Fois combien? 63. 6048. Étonnamment, Scott donne le résultat avant même que j'ai eu le temps de saisir les chiffres. 43. Fois combien? 99. 4257. Ok, on continue. Il bat la calculatrice à tous les coups. Bonne récréation à tous. Content de vous avoir rencontré.
Les facultés de calcul mental de Scott impressionnent peut-être les élèves de primaire, mais moi, je veux en savoir plus sur son super pouvoir. Comment s'en sortirait-il face à de vrais mathématiciens? Je l'emmène donc à l'Université d'État de San Diego, au département mathématiques, pour voir ce que les spécialistes pensent de ses capacités. Les étudiants et professeurs semblent douter que Scott puisse battre une calculatrice. Ce dernier décide donc de leur faire une démonstration de son incroyable talent, en calculant le jour de la semaine de n'importe quel événement historique. Si vous avez une date qui vous a marqué dans votre vie, comme un mariage, une naissance... Pour cela, Scott réalise plusieurs calculs complexes en moins d'une seconde. Commençons par vous. Vous avez une date spéciale? Le 1er octobre 1944. C'est votre date de naissance? Oui. Le 1er octobre 44 était un dimanche. Vous avez eu 18 ans en 1962 et c'était un lundi. Exact. Voilà, ensuite? Le 18 août 2007. C'était un samedi. Ensuite? 22 mars 1983. C'était un mardi. Personne sur Terre ne peut battre Scott à ce petit jeu. Ensuite? Le 16 décembre 1980. Mardi. Le 2 juillet 1986. Mercredi. Les étudiants sont visiblement impressionnés. Maintenant, j'aimerais savoir s'ils peuvent rivaliser avec Scott. Est-ce que certains d'entre vous seraient d'accord pour affronter Scott? Qui se sent de le faire? Oui? 4 mathématiciens armés de calculatrices et d'ordinateurs portables peuvent-ils égaler les formidables facilités de Scott? Vous pouvez utiliser vos calculatrices, ordinateurs, téléphones, appeler votre papa ou votre maman, ce que vous voulez. Nous avons une série de 10 problèmes. Scott sera opposé à cette équipe de l'Université de San Diego et à leur calculette. Tout le monde est prêt? Nous allons commencer par des multiplications de 2 nombres à 2 chiffres. Prêt? Les nombres sont 39 fois 78. 302. 3042. 3042, c'est exact. Scott a répondu le premier. 249 divisé par 7. 35,571428. Correct. Ok. Scott calcule plus vite que n'importe qui dans la pièce. Une racine cubique. 314 432. 68. Correct. La base non nulle est 32 32. et le nombre est 67. 9 9 1 6 2 3 3 3 1 0 0 3 7 4 3 4 5 0 1 5 6 8 6 5 3 5 7 0 2 7 6 9. Plus le défi est compliqué, plus Scott se montre rapide. En partant maintenant avec une base de 0 et un exposant de 10, le nombre est 48. 9 6 4 4 4 1 9 2 4 2 8 3 4 3 6 3 0 4 4 2 2 4 8 0. Je confirme. Très bien. L'examen est terminé. Impressionnant. Merci, monsieur. Alors, comment vous sentez-vous après cette défaite? Tout petit. Oui, et minable. Que pensez-vous de Scott? Est-ce vraiment une calculatrice humaine? Je dirais que oui. C'est un phénomène particulièrement rare. Il ne doit pas y avoir plus d'une demi-douzaine de personnes dans le monde capables de faire ce que Scott a fait aujourd'hui. Mais en quoi Scott est-il différent de nous? Comment son cerveau peut-il travailler si vite? J'ai déjà entendu plusieurs hypothèses susceptibles d'expliquer pourquoi j'ai ces facilités, mais je n'ai toujours pas de réponse exacte à cette question. Pour le savoir, je vais conduire notre calculette humaine dans un centre de recherche neurologique, et les résultats vont être plus incroyables que ce que Scott aurait pu imaginer. Je dirais même que c'est un miracle. Waouh! Je m'appelle Daniel Browning-Smith et je suis un super-humain. Ma quête d'autres personnes extraordinaires m'a conduit à San Diego, où la calculatrice humaine Scott Flansburgh a impressionné des mathématiciens grâce à ses capacités incroyables. Prêt? 249 divisé par 7. 35,571428. Vous êtes la personne la plus douée que j'ai jamais rencontrée. Je vais maintenant accompagner Scott chez un grand neurologue, le docteur David Hubbard. Bien, je vais vous expliquer ce qu'on va regarder. Le docteur Hubbard veut utiliser une technologie de pointe pour scanner le cerveau de Scott en temps réel, pendant qu'il exécute des calculs. Nous verrons ainsi comment et où il réfléchit. Mais d'abord, je veux que le docteur Hubbard voie Scott en action. On efface la calculatrice. Dans les écoles, les enfants pensent que j'ai mémorisé les réponses, mais ce n'est pas le cas. Je vais donc vous demander de saisir un nombre à 2 ou 3 chiffres qui va devenir notre nouveau zéro.
27? Quel nombre voulez-vous ajouter à ça? Le 62? Ok, on obtient donc 89 et ensuite 151, 231, 275, 337, 399, 461, 523, 585, 647, 709, 771, 833, 895. Comment faites-vous ça? Pensez-vous que les calculs sont inconscients ou préconscients? Dès que je suis connecté, ça s'enclenche. C'est impossible. Vous ne pouvez pas faire ça. Je dirais même que c'est un miracle. Le docteur Hubbard est maintenant convaincu et veut découvrir ce qui se passe dans le cerveau de Scott. Mais pour qu'une expérience soit valable, il faut d'abord des données de référence. Mon cerveau va donc passer au scanner pendant que je réalise quelques calculs mentaux. C'était cool. Maintenant, c'est le cerveau de Scott qui va être analysé au moment où il effectue une série de calculs difficiles. Scott va passer une IRMF pour voir s'il est vraiment surhumain. Alors que l'expérience commence, le docteur Hubbard m'explique ce qui, selon lui, se passe dans la tête de Scott. Il pense que c'est en rapport avec une partie du cerveau appelée R44. L'une des hypothèses la plus probable, selon moi, serait que son aire destinée aux mathématiques est au même endroit que la vôtre, mais elle est plus grosse. Son aire 44 est plus développée, c'est du moins ce que je pense. Maintenant que le scanner est terminé, nous allons voir si Scott est bien un super-humain. L'imagerie montre des zones symbolisant les endroits du cerveau où l'activité est la plus forte. Ça, c'est Daniel. Ça, c'est Scott. Le rouge correspond à l'activation, le bleu à la désactivation. On voit tout de suite où sont les aires d'activation. Étonnamment, pendant qu'il calcule, le cerveau de Scott est moins actif que le mien. J'ai choisi cette zone pour signaler une observation générale, à savoir que le cerveau de Daniel est plus actif que le vôtre. Intéressant. Je pensais que vous utilisiez l'ensemble de votre cerveau pour faire des mathématiques. Je n'imaginais pas du tout que son cerveau était plus actif. Ce que j'en déduis, c'est que pour vous, c'est facile, un peu comme une seconde nature. Exactement. Une seconde nature, c'est presque inné. La facilité avec laquelle le cerveau de Scott peut exécuter des calculs a surpris le docteur Hubbard lui-même. Mais il y a une autre découverte encore plus étonnante. Les deux aires principales qui sont censées s'activer sont l'aire 44 de Brodmann, l'aire de Broca, Oui, ça me parle. et le lobe pariétal. Et ce dernier est très actif. Ça, c'est l'aire 44. D'accord. Le cerveau de Daniel est donc conforme à ce qu'on aurait pu attendre. C'est celui d'une personne normale qui fait un test de maths. Bien, maintenant jetons un coup d'œil à votre aire de Broca. Chez vous, on voit une zone qui n'est pas la même que chez Daniel. Nous voyons que cette aire ici est très active, très intense, mais très localisée. Pour Scott, c'est une révélation. Au lieu d'être ici, c'est là. Chez Scott, l'aire dédiée aux mathématiques a migré vers la partie du cerveau qui contrôle les mouvements. C'est l'aire de l'action, du mouvement. Les champs oculomoteurs frontaux ont notamment pour mission de déplacer nos yeux vers une cible. Cette aire cérébrale s'exerce elle-même à réaliser des mouvements très complexes et quasiment inconscients. C'est peut-être cela qui permet à Scott de calculer aussi rapidement. Votre aire dédiée aux maths est sortie de l'aire de Broca. Peut-être pour une raison génétique ou congénitale. Et c'est peut-être l'explication. Vous faites des mathématiques dans une aire un peu plus haute que celle généralement utilisée par le commun des mortels. Waouh. Comme moi, Scott Flansburgh a l'air d'une personne tout à fait normale. Mais derrière l'apparence se cache un don génétique rare. La calculatrice humaine est à mon avis un super-humain. Stanley sera-t-il d'accord avec moi? Cette faculté mentale dépasse les capacités d'un être humain ordinaire. Et c'est ce pouvoir de l'esprit qui est parfois négligé dans la quête des êtres superhumains. Voyons maintenant la prochaine personne extraordinaire rencontrée par Daniel. Étonnamment, elle semble avoir développé un sixième sens. Même les êtres humains normaux sont dotés de pouvoirs fascinants, les sens. Mais chez l'homme que je m'apprête à rencontrer, l'un de ses sens est devenu surhumain.
Juan Ruiz est aveugle. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, il visualiserait le monde qui l'entoure en voyant ce qu'il entend. Je crois qu'on y est. S'il vous plaît, Oui, je cherche un certain Juan. c'est moi. Mais comment un aveugle peut-il faire du vélo? J'utilise l'écholocation, une technique qui consiste à capter la réverbération des sons sur les objets, comme le font les chauves-souris ou les dauphins. Et vous avez toujours fait ça? Oui, depuis ma naissance. Je me suis adapté naturellement. Un homme ayant un pouvoir censé n'exister que chez certains animaux? Je dois en savoir plus. Juan est totalement aveugle depuis sa naissance. Mais a-t-il réellement un super pouvoir? Il me propose de faire le tour du quartier en tandem. Pour s'orienter, Juan fait claquer sa langue et entend apparemment les échos que cela produit. Les personnes qui deviennent aveugles très tôt peuvent développer une ouïe plus sensible que chez les personnes voyantes. Pour cela, elles adaptent la partie du cerveau normalement associée à la vue. Mais Juan va plus loin encore. Vous avez su qu'il y avait un obstacle? Oui, bien sûr. Il semble que Juan interprète les ondes sonores afin de visualiser des objets tels que des voitures à l'arrêt. Il y a une voiture. Ouah, en plus, vous savez à quoi correspondent les objets, c'est incroyable! Je suis stupéfait de voir que Juan utilise ce sixième sens pour identifier les obstacles et les éviter. Mais y parviendrait-il dans un environnement moins familier? Ok, on peut y aller. Où sont les clés? Bien tenté. Je conduis cette fois-ci, ok? Vous conduirez au retour. Oui, sur l'autoroute. Pour tester le don de Juan, je l'emmène dans une rue animée de Santa Monica. Avec le bruit de fond, parviendra-t-il à utiliser son sens extraordinaire pour identifier les objets? Il y a quelque chose sur votre droite. Je voudrais voir si vous devinez ce que c'est. Ok, ça marche. Je pense que c'est un râtelier à vélo. Bingo! Il y a deux choses. Exact, il y a bien deux choses. Je dirais que sur ma droite, c'est probablement une poubelle. Oui, Super. parfait. Et là, on a quelque chose de vraiment gros. Oh, vous avez déjà senti ça? Des cabines téléphoniques. Oui, c'est incroyable. Comment vous faites ça? Bien qu'étant totalement aveugle, Juan peut voir le monde qui l'entoure en utilisant uniquement les ondes sonores. Je veux maintenant savoir si son pouvoir sera capable d'impressionner Paul Ford, un spécialiste des chauves-souris. Bonjour, vous êtes Daniel? Paul, c'est ça? Enchanté. Bonjour Paul, enchanté. De même. J'aimerais savoir comment Juan se sert de l'écholocation. Comment ça marche dans le monde animal? Les chauves-souris peuvent produire des sons de deux manières différentes. Une partie utilise le larynx, comme vous et moi en ce moment même, mais il y a une autre famille de chauves-souris qui font claquer leur langue, ce qui leur permet d'émettre un signal très large. Le son se répercute sur la cible, qu'il s'agisse d'un insecte, d'un arbre, d'un immeuble, d'un rocher ou d'une falaise, et l'écho revient sous la forme d'une onde sonore. La chauve-souris évalue alors la distance en fonction du temps écoulé entre l'émission du son et la perception de l'écho. Ouah, c'est exactement ce que fait Juan. Vraiment? Paul semble impatient d'étudier sa première chauve-souris humaine. Juan nous entraîne dans la grotte, avec sa langue pour seul guide. On dirait une grotte de 4 à 6 mètres de large. C'est exact. Le plafond est un peu plus bas, sur ma gauche. C'est vrai. Ouah. Il y a une issue par là et une autre par là. C'est incroyable. Paul est sidéré de constater que les échos produits par la langue de Juan lui permettent de s'orienter. Et là, je sens qu'il y a des aspérités ici, sur cette paroi. C'est absolument vrai. Par ici la sortie.
Eh bien, Juan, c'est fascinant. Je ne savais pas à quoi m'attendre et je dois dire que je suis impressionné. Aujourd'hui, vous m'avez montré que l'homme serait peut-être en mesure d'apprendre à utiliser son système auditif pour repérer les objets et pour s'orienter, grâce à l'écholocation. Si vous aviez des ailes, vous seriez le premier homme chauve-souris. Je vais maintenant soumettre le super sens de Juan à un ultime test. Pour cela, je l'emmène dans un parking souterrain du centre-ville, où il n'a jamais mis les pieds. Son objectif ? Utiliser uniquement l'écholocation afin de franchir sur son vélo un parcours complexe, composé de virages serrés et de passages étroits. Et ce, jusqu'à la sortie. On y est. C'est parti. Première étape, Juan doit slalomer entre 3 voitures à l'arrêt. Il utilise une technique que les chauves-souris ont mis plusieurs millions d'années à développer. Dès sa naissance, son cerveau a développé cette formidable faculté de transformer instantanément les sons en images. Vous êtes passé entre ces voitures comme si vous les voyiez. Grâce à ce sens animal très développé, Juan continue son parcours. Alors que nous progressons vers la difficulté suivante, les sons produits par sa langue résonnent sur les surfaces dures et sont immédiatement interprétés par son système de navigation interne. Ça va être serré, mais vous allez y arriver. Je n'arrive pas à croire que vous ayez réussi à passer entre ces voitures. Étonnamment, Juan a évité tous les obstacles que j'avais placés sur son chemin et trouve la sortie du parking, uniquement grâce à l'écholocation. Je trouve ça fascinant que vous agissiez exactement comme le ferait une chauve-souris dans son milieu naturel. Vous vous servez de l'ouïe d'une façon super humaine. Et ça, c'est absolument incroyable. Même si cela peut paraître digne d'un comic book, l'être humain peut réellement développer des super-pouvoirs tels que l'écholocation. Notre prochain sujet risque lui aussi de vous étonner. Stan m'a demandé de mener l'enquête sur un homme dont le corps posséderait un pouvoir surhumain. On peut trouver dans quasiment tous les comic books un personnage doté d'une force incroyable. Mais j'ai entendu dire que cet homme serait bel et bien l'homme le plus fort du monde. Je me rends donc au Texas pour en avoir le cœur net. C'est dans cette métallerie de Houston que je vais rencontrer Dennis Rogers, qui prétend être dans sa catégorie à poids égal l'homme le plus fort du monde. Dennis ? C'est ici qu'il fabrique des objets pour mieux les détruire à main nue. L'endroit idéal pour un homme fort, pas vrai? J'ai déjà vu des hommes très forts par le passé, mais le 1,70 m de Dennis ne laisse pas présager d'une puissance surhumaine. Il m'explique qu'il est un Hercule de foire à l'ancienne, dont les numéros de force pure sont réalisés sans trucage. Je connais ce petit tour. Il faut tenir le bottin d'une certaine manière et le plier comme ça, afin de le découper une page à la fois, et non pas tout d'un coup. Oui. Au final, on déchire tout le bottin, mais page par page. Non, moi je vais juste le déchirer en deux. J'ai hâte de voir ça. Ok. Vous voyez ça dans ma main? Oui, oui. Ça forme presque une ligne, comme si ça avait été coupé. Oui. C'est parce que je l'ai serré très fort. C'est donc une question de prise. Oui. Maintenant, sa démonstration passe à un niveau supérieur. C'est impossible. Ce tour de force défie toute logique. Ouah. Je n'arrive pas à comprendre comment un homme de votre gabarit peut contenir autant de puissance.
La première fois que j'ai entendu parler de quelqu'un qui était capable de déchirer en deux un jeu de cartes, j'ai foncé à la supérette du coin avec mon frère pour en acheter un. Une fois dans la voiture, il m'a donné le jeu de cartes et je l'ai déchiré en deux, sans m'être jamais entraîné auparavant. La première fois que j'ai essayé, j'ai réussi. Son corps détient-il un secret qui défie les lois de la science? C'est ce que je vais bientôt découvrir. Je m'appelle Daniel Browning-Smith et je suis à la recherche de super-humains bien réels. Je suis venu à Houston dans le but de rencontrer un homme dont l'apparence cache une force capable de tordre l'acier. Vous l'avez plié comme une vulgaire brindille. Du haut de son mètre 70, Dennis Rogers est à poids égal l'homme le plus fort du monde. Je l'emmène maintenant dans un laboratoire de recherche pour savoir ce qui se passe dans son corps. Au laboratoire de performance humaine de l'Université de Houston, des chercheurs testent les limites du corps. Enchanté. Voici Dennis. Trouveront-ils une explication à la force incroyable de Dennis Rogers? Tout d'abord, ils doivent le voir en action. Voilà ce que ça donne. C'est hallucinant. Vraiment impressionnant. Wow, on sent encore la chaleur. Les scientifiques sont déconcertés par ce qu'ils voient. C'est normal, ça? Qu'un homme soit capable de tordre une poêle à main nue? Non, ce n'est pas normal. Sa taille et son poids ne correspondent pas à la capacité de force nécessaire pour faire une chose pareille. Pour savoir exactement quelle force Dennis développe, les scientifiques testent ses pouvoirs sur une clé anglaise. Un outil conçu pour ne pas se tordre. C'est encore chaud. Nous allons maintenant voir quel poids doit être déployé pour plier une clé identique. Nous avons fabriqué cette plateforme. Bien, ajoutons des poids. Alors, on est à 70 kg. 120. Et avec ça, on atteint les 160 kg. Avec ces 3 poids supplémentaires, ça fait 230 kg. Et on voit que ce n'est pas encore assez pour plier complètement la clé. Il en faudrait encore beaucoup pour la tordre comme Dennis l'a fait. Donc, même si on a mis beaucoup de poids, ça reste encore très loin de ce qu'il est en mesure de produire. Mais on va s'arrêter là, car notre appareil risquerait de s'effondrer. Nous savons maintenant qu'il faut plus de 230 kg de force pour plier une clé. Nous savons également que la force est égale à la masse multipliée par l'accélération. La force produite par une personne est donc scientifiquement limitée par sa masse. Mais Dennis pèse moins de 90 kg. Les scientifiques pensent donc que sa superpuissance serait liée à l'accélération. Oui, c'est de l'accélération pure, ni plus ni moins. Et il existe un moyen de mesurer sa force explosive? Oui, nous avons plusieurs tests, dont un en particulier que nous souhaiterions essayer. Ça devrait nous donner plus d'informations sur ce qui se passe. Les scientifiques relient Dennis à un appareil d'électromyogramme afin de mesurer l'accélération produite par ses muscles. Bien, la machine est prête. Elle va enregistrer 10 secondes de données. C'est parti. Mais encore une fois, sa puissance pure est difficile à mesurer. La première chose qu'on voit, c'est qu'on va devoir baisser le gain de l'appareil. Il dépasse le niveau. La machine est réglée pour les gens normaux et les athlètes que nous testons dans ce laboratoire. Et visiblement, Dennis n'est pas comme eux. On va voir si on peut obtenir un signal exploitable. Prêt? Oui. Avec un niveau baissé au maximum, la machine enregistre l'énorme explosion d'électricité produite par les muscles de Dennis. Ça, c'est l'activité électrique du muscle dans le temps. Et quand on voit ce signal, il est évident qu'il ne s'agit pas d'une force constante, comme celle que nous mesurions avec le test de gravité et la clé anglaise. Il s'agit plutôt d'une explosion d'activité dans le temps, mais qui se produit très vite. Le test a confirmé que Dennis produit une énorme accélération pour plier le métal. Mais ces données révèlent également une différence fondamentale dans la façon dont fonctionne son corps.
ce qui en fait un être unique au monde. Et ce qu'indique à la fois la magnitude du signal EMG et le fait que toute cette zone ici est blanche, c'est qu'il est capable d'activer un grand nombre d'unités motrices, de fibres musculaires. Il y a certainement d'autres gens qui sont aussi musclés que vous. Mais pour une raison ou une autre, vous êtes en mesure d'activer plus de fibres musculaires que la plupart d'entre nous. J'ai découvert que ce qui se cache derrière la force surhumaine de Dennis, c'est qu'il utilise plus de fibres musculaires qu'un être humain ordinaire. Mais maintenant, il veut tester ses propres limites. Comme n'importe quel athlète de niveau international, j'ai appris à dépasser mes limites. On a tous dans la tête un régisseur qui nous dit de nous arrêter à un moment ou à un autre. Moi, je ne l'écoute pas. Je continue. Pour son ultime défi, Dennis passe à la vitesse supérieure. On va utiliser la bécane de Joe qui fait 100 chevaux. Ok. On va accrocher une sangle à l'arrière de cette moto. Je vais m'accrocher à cette sangle et le conducteur mettra les gaz. Et on verra si j'arrive à la retenir. En utilisant uniquement la force de vos mains, Oui, vous allez retenir un bolide de 100 chevaux? exact. Qui va conduire la moto? Moi, Vous allez donc essayer d'arracher les mains de votre ami. je vais pas essayer. Je vais réussir. En pliant une clé anglaise dans un laboratoire, Dennis a montré qu'il pouvait développer une force de plus de 230 kg. Mais pour retenir une Harley, il aura besoin de chaque fibre musculaire de son corps. Pour savoir exactement ce qu'il attend, nous allons d'abord tester la force de cette Harley à l'aide d'un dynamomètre numérique. Ça fait 600 kilos. Vous êtes sûr de vouloir faire ça? Oui, je veux le faire. La nouvelle selon laquelle le Hercule le plus improbable du monde va mettre sa force à l'épreuve comme jamais auparavant, s'est vite répandue. Je suis sûr que je peux y arriver, mais ça ne sera pas facile. Je ne suis pas épais, mes mains et mes doigts sont petits par rapport aux poignets, et je vais être confronté à une force de plus d'1 tonne. Bref, ça va être chaud. Ça va, Dennis? Je suis prêt. Dennis est attaché à la Jeep, afin que le test se focalise essentiellement sur la force de sa prise. Comment tu te sens? Je me sens bien. Je crois en toi, mon pote. Malgré le handicap lié à sa morphologie relativement fine, Dennis s'attaque à un défi autrement plus difficile que de plier de l'acier. Ses fibres musculaires surhumaines pourront-elles générer assez de force constante pour retenir la puissance de 100 chevaux pendant 15 secondes? En activant une quantité surhumaine de fibres musculaires, Dennis a retenu une force de plus d'1 tonne. Un surhomme, c'est quelqu'un qui refuse d'être dans la norme et qui utilise tous les dons qu'il a pour être le meilleur possible. Je suis venu pour trouver un super-humain, et c'est mission accomplie. Merci. C'était incroyable. Merci. La quête de Daniel ne fait que commencer. Et pourtant, il a déjà trouvé 4 individus dotés de formidables pouvoirs et qui prouvent qu'il y a bien dans ce monde de véritables êtres super-humains. Combien exactement? Nul ne le sait. Mais une chose est sûre, nous les trouverons.